Le mythe de Méduse, tel qu'il est le plus souvent transmis, est celui d'une tragédie humaine. Il raconte l'histoire d'une prêtresse d'une beauté exceptionnelle, servant la déesse Athéna. Cette jeune femme, admirée de tous, devint la victime d'une agression divine au sein même du temple sacré où elle officiait. Mais sa tragédie ne s'arrêta pas là. Pour l'acte qu'elle avait subi, elle fut punie par une cruauté divine encore plus grande, transformée en une créature monstrueuse dont le simple regard changeait les hommes en pierre. Cette version, centrée sur le pathos de sa métamorphose, a profondément marqué l'imaginaire culturel. Elle a cimenté la place de Méduse comme une figure tragique, une victime dont le destin suscite la pitié et l'effroi. C'est cette histoire, celle de la beauté volée et de l'innocence punie, qui est devenue la plus connue, transmise à travers les âges comme un avertissement sur la jalousie et la colère des dieux. Cependant, cette narration populaire, bien que puissante, n'est qu'une facette d'une histoire bien plus ancienne et complexe, occultant une origine où Méduse n'était pas une victime, mais un monstre primordial. Avant la victime tragique popularisée par le poète Ovide, il existait une Méduse plus ancienne, une créature née de l'effroi cosmologique. Pour comprendre la véritable nature de Méduse, il faut remonter aux sources les plus anciennes de la littérature classique, bien avant que sa biographie ne soit réécrite. La première et la plus archaïque description de Méduse nous vient de la Théogonie d'Hésiode, un texte fondateur datant d'environ 700 avant Jésus-Christ. Dans ce poème qui retrace la généalogie des dieux, Méduse n'a aucune histoire tragique. Elle n'est pas une humaine transformée. Elle est présentée comme l'une des trois Gorgones, aux côtés de ses sœurs immortelles, Sténo et Ériale. Elles sont les filles des divinités marines primordiales, Phorkys et Kéto. Dans cette version originelle, les Gorgones sont nées monstres. Elles ne sont pas le résultat d'une punition ou d'une métamorphose, mais des entités pré-olympiennes, des forces de la nature appartenant à une génération de divinités antérieures, incarnant une terreur fondamentale et originelle. Dans la cosmologie d'Hésiode, Méduse et ses sœurs incarnent les dangers d'un monde sauvage et indompté. Cependant, Hésiode introduit une distinction narrative qui s'avérera cruciale pour le destin de Méduse. Alors que ses sœurs Sténo et Euryale sont décrites comme immortelles et exemptes de vieillesse, Méduse est la seule des trois à être mortelle. Ce détail, loin d'être anodin, est le mécanisme narratif fondamental qui la distingue et la rend vulnérable. Sa mortalité est ce qui en fait une cible, préparant ainsi le terrain pour la future quête héroïque de Persée. Hésiode mentionne brièvement sa fin. Il note que le dieu Poséidon s'est uni à elle et que lorsque Persée lui trancha la tête, le cheval Pégase et le guerrier Chrysaor jaillirent de son cou. Mais dans ce récit ancien, il n'y a ni viol dans un temple, ni prêtresse trahie, ni punition divine. Elle est simplement un monstre dont le destin est d'être tué. Des siècles après Hésiode, le poète latin Ovide, dans ses célèbres Métamorphoses, réécrit radicalement l'origine de Méduse. C'est cette version qui a donné naissance à la figure tragique que nous connaissons aujourd'hui. Dans le récit d'Ovide, Méduse n'est pas née monstre. Au contraire, elle était une belle jeune fille, une prêtresse mortelle d'une beauté saisissante qui servait dans le temple sacré de la déesse Athéna. Sa caractéristique la plus admirée était sa magnifique chevelure, objet de convoitise et de louange. Sa beauté attira l'attention du dieu de la mer, Poséidon, qui la viola à l'intérieur même du temple. Athéna, furieuse non pas de l'agression subie par sa prêtresse, mais de la profanation de son lieu saint, déchaîna sa colère. Cependant, elle ne punit pas Poséidon, son égal divin, mais dirigea sa vengeance sur la victime. C'est ainsi qu'Athéna transforma Méduse en ce monstre que nous connaissons, sa chevelure devenant un nid de serpent et son regard une arme mortelle. Cette version ovidienne, bien que plus tardive, est devenue la référence dominante, offrant une profondeur psychologique et une tragédie morale absente du catalogue de monstres d'Hésiode. L'interprétation d'Ovide déplace le centre de gravité du mythe. L'horreur n'est plus la Gorgone elle-même, mais l'acte de sa création. L'analyse de la punition infligée par Athéna révèle les dynamiques complexes du pouvoir, de la justice et de la psychologie divine au sein du panthéon olympien. L'élément central du crime aux yeux d'Athéna n'est pas l'agression sexuelle subie par Méduse, mais le lieu où elle se produit, son temple sacré. Pour Athéna, la déesse vierge de la sagesse et de la stratégie, cet acte de Poséidon est une profanation intolérable, une souillure qui contamine son espace le plus sacré. La pureté de son temple a été violée, et l'ordre divin doit être restauré. La question qui se pose est évidente.
Pourquoi Athéna punit-elle Méduse et non Poséidon, l'agresseur? La réponse réside dans la politique impitoyable de l'Olympe et dans la hiérarchie du pouvoir qui régit les relations entre les dieux. La décision d'Athéna de punir Méduse plutôt que Poséidon est un acte politique, dicté par la hiérarchie de l'Olympe. Poséidon est un dieu de premier plan, le frère de Zeus et l'oncle d'Athéna. Il est son égal en puissance et en statut. Une attaque directe contre lui risquerait de déclencher un conflit aux proportions cosmiques, un chaos que même les dieux cherchent à éviter. Dans cette dynamique de pouvoir, Poséidon est tout simplement intouchable. Athéna, incapable de diriger sa fureur vers le véritable coupable, la redirige donc vers le seul vecteur accessible de la profanation, la prêtresse mortelle. Méduse devient ainsi le réceptacle non seulement du désir de Poséidon, mais aussi de la colère déplacée d'Athéna. Pour restaurer l'ordre de son temple et effacer la souillure, Athéna doit effacer ou transformer celle qui, même involontairement, l'a accueillie. Méduse, en tant que mortelle, est le fusible politique qui saute lorsque deux lignes à haute tension divine, celle d'Athéna et de Poséidon, se croisent dangereusement. Les motivations d'Athéna sont ambiguës et révèlent une justice divine profondément viciée. Des analyses critiques, notamment féministes, soulignent que Méduse a été punie pour des raisons contradictoires, qui relèvent toutes de la culpabilisation de la victime. La première raison est l'acte sexuel avec Poséidon, que les analyses modernes identifient clairement comme un viol. La seconde est son orgueil démesuré, sa vanité supposée pour avoir osé comparer sa beauté, et en particulier sa chevelure, à celle de la déesse. Dans les deux cas, la punition consiste à reporter la faute sur la victime. Si Méduse est punie pour le viol, on la blâme pour l'agression qu'elle a subie, comme si elle en était responsable. Si elle est punie pour sa vanité, on la blâme pour la beauté même qui a provoqué le désir de Poséidon. Dans les deux scénarios, l'agent masculin, Poséidon, est complètement évacué de l'équation punitive. La victime féminine, Méduse, porte l'entière responsabilité de la transgression, devenant le bouc émissaire d'un crime qu'elle n'a pas commis. Une analyse psychologique plus profonde suggère une dynamique encore plus troublante entre la déesse et sa prêtresse. Certains universitaires notent qu'Athéna elle-même portait l'épithète Gorgopis, signifiant « aux yeux de Gorgone ». Cette connexion linguistique suggère qu'Athéna et Méduse pourraient être des doubles, deux aspects d'un même archétype, la Vierge et la violée. Dans cette optique, la punition devient un acte de projection psychologique. Athéna, la déesse vierge, cérébrale et guerrière, est confrontée à un concept qui lui est ontologiquement étranger et odieux, la violation sexuelle. Incapable d'intégrer ou de traiter cette souillure qui a eu lieu dans son propre temple, elle l'expulse de sa propre sphère en la projetant sur son double, Méduse. Elle transforme Méduse en l'incarnation physique de l'horreur de l'acte. La métamorphose n'est plus seulement une punition, mais une externalisation de la souillure, une manière pour Athéna de se purger d'une horreur qu'elle ne peut concevoir. La punition infligée par Athéna est d'une cruauté chirurgicale et symbolique. Elle ne tue pas Méduse, mais la condamne à une existence d'horreur et d'isolement total, parodiant sadiquement son traumatisme. Premièrement, ses magnifiques cheveux, le symbole de sa beauté et de sa féminité qui avait attiré Poséidon, sont transformés en un amas de serpents venimeux et sifflants. L'attribut de sa séduction devient la source de sa monstruosité. Deuxièmement, son regard, autrefois admiré, devient une arme mortelle. Quiconque croise ses yeux est instantanément changé en pierre. Cette transformation est la forme ultime de l'isolement social. Elle rend toute interaction, toute connexion humaine impossible. Méduse est punie en étant privée de la vue d'autrui, tout comme elle a été vue et désirée de force par Poséidon. Son nouveau pouvoir est une inversion perverse de son expérience. Le regard, celui de Poséidon, qui a causé sa chute, est transformé en un regard, le sien, qui détruit tout ce qui l'approche. Athéna la rend non désirable et inregardable, une forme de protection qui équivaut à la mort sociale. La transformation de Méduse en monstre n'est que le premier acte de sa tragédie. Le second acte est sa destruction, une mission commanditée par la même déesse qui l'a créée. La quête de Persée, souvent célébrée comme un triomphe de l'héroïsme grec, peut être réinterprétée comme l'instrumentalisation d'un mortel pour résoudre un problème divin persistant. Athéna chargea le demi-dieu Persée de tuer Méduse et de lui rapporter sa tête. Bien que le contexte de la quête soit souvent lié à un pari insouciant de Persée pour sauver sa mère, Danaé, du roi Polydectès, le soutien divin massif qu'il reçoit indique que sa mission sert des intérêts olympiens bien plus larges. Athéna, ayant créé ce monstre dans un acte de fureur projetée, cherche maintenant à le faire disparaître.
L'exil de Méduse dans une terre lointaine ne suffit pas. L'existence même de cette horreur, rappel constant de la profanation de son temple, doit être effacée. Persée n'est donc pas seulement un héros agissant de son propre chef, il est l'agent de nettoyage d'Athéna, l'instrument de sa volonté. L'héroïsme de Persée ne réside pas dans une force surhumaine ou une bravoure exceptionnelle, mais dans sa capacité à utiliser un arsenal d'objets magiques fournis par un consortium de divinités. Sa victoire est moins celle de la force brute que celle de la technologie divine et de l'intelligence de la ruse que les anciens Grecs appelaient la métisse. L'inventaire de son équipement démontre à quel point sa quête est une affaire orchestrée par les Olympiens. D'Héphaïstos, le dieu forgeron, il reçoit par l'intermédiaire d'Athéna une épée extraordinaire, la harpée, une lame courbe assez solide et acérée pour trancher le cou écailleux de la Gorgone. D'Hermès, le dieu messager, il reçoit un prêt inestimable, les Talaria, des sandales ailées lui permettant de voyager plus vite que le vent, de surprendre sa proie et surtout de s'enfuir rapidement après l'acte. Ces deux dons lui confèrent une arme invincible et une mobilité surnaturelle, le préparant à affronter un ennemi dont l'approche seule est un danger mortel. L'arsenal divin de Persée ne s'arrête pas à l'épée et aux sandales. D'Hadès, le dieu des enfers, il reçoit la cunée, un casque qui rend son porteur complètement invisible, un avantage crucial pour approcher la Gorgone sans être vu. Des nymphes, ou selon d'autres versions d'Hadès lui-même, il obtient la kibyssis, une besace magique, une sorte de sac conçu pour contenir la tête de Méduse après sa décapitation. Car même dans la mort, son pouvoir pétrifiant reste actif et dangereux. Enfin, et c'est le don le plus important, Athéna elle-même lui fournit l'outil stratégique décisif, un bouclier en bronze poli jusqu'à briller comme un miroir. Ce n'est pas une arme offensive, mais un instrument de perception indirecte, la clé de sa survie. Ainsi équipé, Persée n'est plus un simple mortel. Il est un agent divin suréquipé par les plus grandes puissances de l'Olympe pour une mission d'assainissement cosmologique, une extermination commanditée. Avant d'affronter la terreur incarnée par les Gorgones, Persée doit d'abord maîtriser le savoir. Sa première étape n'est pas une confrontation, mais une quête d'information. Il doit localiser les Grées, les sœurs aînées des Gorgones, car elles sont les seules à connaître l'emplacement secret de la demeure de Méduse. Les Grées, nommées Dino, Enyo et Panfredo, sont trois vieilles femmes qui partagent un seul œil et une seule dent pour elles trois. Cet épisode est une métaphore de la quête elle-même. Persée comprend qu'il ne peut pas les vaincre par la force. Il doit utiliser la ruse, la métisse. Il attend patiemment le moment où les sœurs se passent leur œil unique de l'une à l'autre et à cet instant précis, il le saisit. En volant leur perception, il les rend impuissantes et les maîtrise. Cet acte prouve qu'il possède l'intelligence rusée nécessaire pour la suite de sa mission. Il a compris une leçon fondamentale. On ne peut pas affronter le pouvoir du regard, que ce soit celui des Grées ou de Méduse, de front. Il faut utiliser des moyens indirects. Armé de ses dons divins et de la localisation extorquée au Grées, Persée atteint enfin la demeure lointaine et isolée de Méduse. Il la trouve endormie, moment de vulnérabilité crucial pour le succès de sa mission. Utilisant son casque d'invisibilité pour l'approche finale et ses sandales ailées pour manœuvrer en silence dans les airs, il se prépare à exécuter l'acte final. La victoire de Persée dépend entièrement du bouclier miroir d'Athéna. Conscient que regarder Méduse directement le changerait en pierre, il n'ose pas la fixer. À la place, il observe son reflet sur la surface polie de son bouclier. Cet acte est hautement symbolique. On ne peut affronter l'horreur pure ou le traumatisme directement, car son regard paralyse. On doit le regarder indirectement à travers la réflexion, l'objectivation. Ironiquement, Athéna, la déesse de l'intellect qui a créé le monstre, fournit l'unique outil psychologique pour le vaincre. Guidé par le reflet, Persée lève sa harpée et, d'un seul coup, tranche la tête de Méduse qu'il place aussitôt dans la besace magique. La mort de Méduse n'est pas une fin, mais une naissance paradoxale et violente. Au moment précis où Persée la décapite, les enfants qu'elle portait de Poséidon, conçus lors du viol dans le temple d'Athéna, jaillissent de son cou ensanglanté. Cette naissance posthume est une libération. L'union forcée avec le dieu de la mer avait produit une vie qui était restée piégée à l'intérieur du corps monstrueux de Méduse, une grossesse suspendue par la malédiction. Sa mort devient l'acte obstétrique brutal qui libère enfin cette progéniture. Deux êtres extraordinaires naissent de cette violence, Pégase, le cheval ailé, et Chrysaor, le guerrier à l'épée d'or.
Ces deux enfants représentent le double héritage symbolique du traumatisme de Méduse. Ils incarnent les deux voies possibles issues d'une grande souffrance, la sublimation et la transcendance d'un côté, la perpétuation de la puissance et de la violence de l'autre. Le premier-né de la mort de Méduse est Pégase, le magnifique cheval ailé. Il hérite de la nature de son père, Poséidon, qui, dans certaines traditions, avait créé le premier cheval. Cependant, Pégase transcende cet héritage terrestre par l'ajout des ailes qui le libèrent des contraintes de la terre et de la mer, lui permettant de s'élever dans les cieux. Pégase devient rapidement un symbole universel de liberté, d'inspiration poétique et de créativité. Il est dit qu'il a rejoint les Muses sur le mont Hélicon et que d'un coup de sabot, il a fait jaillir la source Hippocrène, source d'inspiration pour les poètes. Plus tard, il atteint l'Olympe où il devient le porteur des foudres de Zeus. Symboliquement, Pégase représente la sublimation du traumatisme. Il est la transformation de la violence brute, le viol, la décapitation, en quelque chose de transcendant, de beau et de libre. Il est l'héritage spirituel de Méduse, la preuve que de la plus profonde horreur peut naître une inspiration pure et une élévation de l'esprit. Le second enfant né du cou de Méduse, souvent moins célèbre que son frère ailé, est Chrysaor. Son nom signifie épée d'or. Et il est décrit comme un guerrier puissant, voire un géant, né déjà adulte et tenant une épée d'or à la main. Contrairement à Pégase, qui s'élève vers le spirituel, Chrysaor reste ancré dans le monde de la puissance terrestre et de la matérialité. Il hérite de la puissance brute et de l'aspect royal, symbolisé par l'or, de son père Poséidon. Son héritage se perpétue dans une lignée de monstruosité. Il engendrera le monstrueux Gérion, le géant à 3 corps que le héros Héraclès devra plus tard affronter dans l'un de ses 12 travaux. Si Pégase est la sublimation du traumatisme, Chrysaor en est la continuation. Il représente la puissance matérielle, la richesse et la perpétuation du cycle de la violence. Le mythe suggère ainsi que d'un unique acte de violence naissent deux voies opposées, l'évasion créatrice et spirituelle, et l'engagement dans le cycle terrestre du pouvoir et du conflit. La quête de Persée n'est pas terminée avec la décapitation. La tête de Méduse, le Gorgonéion, conserve son pouvoir pétrifiant même après la mort et devient une arme redoutable que le héros utilise lors de son voyage de retour. Le regard qui était la malédiction de Méduse devient, dans les mains de Persée, un instrument de justice et de rétribution. Sur le chemin du retour, il demande l'hospitalité au titan Atlas. Ce dernier, se méfiant d'un ancien oracle prédisant qu'un fils de Zeus lui volerait ses pommes d'or, refuse brutalement. Dans la Grèce antique, le refus de l'hospitalité, appelé xénia, est un péché capital. Pour punir cette offense, Persée sort la tête de Méduse de sa besace et la brandit devant le titan. Atlas est instantanément pétrifié, son corps immense se transformant en la chaîne de montagne qui portera son nom, condamné à soutenir le poids du ciel pour l'éternité. Le pouvoir de Méduse est ici subverti, utilisé pour faire respecter les lois sacrées des hommes et des dieux. Après avoir sauvé Andromède dans une autre célèbre aventure, Persée arrive enfin à Séryphos, son point de départ. Il y découvre que sa mère, Danaé, s'est réfugiée dans un temple pour échapper aux avances tyranniques et insistantes du roi Polydectès, celui-là même qui avait envoyé Persée dans cette quête impossible en espérant sa mort. Furieux, Persée se rend directement au palais où le roi festoie avec ses partisans. Il annonce son retour et le succès de sa mission. Face aux moqueries du roi et de sa cour, qui refusent de le croire, Persée se détourne et dévoile la tête de Méduse. Polydectès et tous ses courtisans sont changés en statues de pierre, figés dans leurs postures arrogantes. Une fois de plus, le pouvoir de Méduse est instrumentalisé. L'arme de son isolement devient l'arme qui punit la tyrannie sexuelle et politique. La malédiction de la victime est devenue l'outil de la vengeance du héros, rétablissant l'ordre et sauvant l'innocence. Sa quête achevée, et sa mère sauvée, Persée n'a plus l'usage des outils divins qui lui ont assuré la victoire. Il procède donc à leur restitution. Il rend les sandales ailées, le casque d'invisibilité et la besace à Hermès, qui les restitue à leurs propriétaires respectifs. Quant à la tête de Méduse, le trophée final, il l'offre à sa protectrice et commanditaire, la déesse Athéna. C'est ici que s'achève l'ironie tragique de la vie et de la mort de Méduse. Athéna prend la tête de celle qu'elle a maudite et la fixe sur son propre bouclier, l'égide. Le Gorgonéion devient une arme apotropaïque, un symbole de terreur destiné à protéger le porteur et à effrayer ses ennemis.
La victime est maintenant intégrée de force et à titre posthume au pouvoir de son propre bourreau. L'égide ornée du visage terrifiant de Méduse devient l'un des symboles les plus puissants d'Athéna, utilisant la terreur de sa victime pour défendre le statu quo olympien qui a permis sa destruction. La transformation de Méduse en objet est complète. La dualité des sources textuelles opposant le monstre primordial d'Hésiode à la victime tragique d'Ovide se reflète parfaitement dans l'évolution de la représentation de Méduse dans l'art. Les plus anciennes représentations, datant de la période archaïque grecque, correspondent à la vision d'Hésiode. Méduse n'est pas une personne, mais une force, un masque de terreur pure. Ce gorgonéion archaïque ne cherche pas à représenter une femme, mais à provoquer une peur viscérale. Les caractéristiques sont constantes. Un visage rond et plat, des yeux protubérants fixant le spectateur, un nez épaté et une bouche béante découvrant des crocs et une langue pendante. Étonnamment, les représentations les plus anciennes sont souvent barbues, indiquant que cette horreur primordiale était au-delà du genre, une pure manifestation de l'effroi. La fonction de ce masque n'était pas narrative, mais apotropaïque. Placé sur les boucliers, les temples et les portes, il était destiné à repousser le mal en utilisant une image encore plus terrifiante. C'était la peur utilisée comme un talisman protecteur. À mesure que la version tragique d'Ovide gagne en popularité à travers les siècles, l'art commence à s'intéresser non plus seulement au monstre, mais à la femme derrière le monstre. L'effroi pur laisse place à la tragédie humaine. Cette évolution culmine à la fin de la Renaissance et au début du baroque, notamment avec l'œuvre stupéfiante du peintre italien Caravage, La tête de Méduse, peinte vers 1597. L'œuvre du Caravage est une synthèse brillante du mythe ovidien. Elle est peinte non pas sur une toile plate, mais sur un bouclier de parade convexe, ce qui en fait une représentation littérale de l'égide d'Athéna. Le Caravage ne peint pas un masque statique. Il choisit de capturer l'instant même de la décapitation. C'est un portrait de la mort en cours. Le sang jaillit du cou et le visage exprime une horreur, une surprise et une incrédulité tragique. Il ne s'agit plus du masque barbu archaïque, mais du visage d'une femme terrifiée, un hybride d'humanité et de bestialité. L'œuvre du Caravage est une révolution psychologique dans la représentation de Méduse. Il est largement reconnu que le peintre a utilisé ses propres traits pour le visage de la Gorgone. Cette identification de l'artiste avec le monstre est une déclaration puissante. Le Caravage est à la fois Persée, le bourreau, l'artiste qui tue son sujet pour le capturer sur la toile, et Méduse, la victime, se regardant mourir dans une agonie silencieuse. De plus, la forme convexe du bouclier crée un effet visuel qui nous implique directement. En regardant l'œuvre, nous les spectateurs sommes placés dans la position de Persée. Nous ne voyons pas Méduse directement, mais son reflet sur le bouclier d'Athéna. Le Caravage ne peint donc pas seulement la tragédie de Méduse, il peint l'acte même de la regarder, nous forçant à réfléchir à notre propre rôle dans la contemplation de l'horreur. Le naturalisme de l'œuvre est tel qu'elle semble presque avoir perdu son pouvoir pétrifiant pour ne conserver que l'horreur de sa propre fin, une souffrance purement humaine. L'évolution de Méduse ne s'arrête pas au baroque. Sa trajectoire, d'un monstre cosmologique à une victime tragique, puis à un portrait de l'horreur psychologique, l'a préparé à sa réception moderne la plus puissante, celle d'une icône féministe. C'est la version ovidienne, la punition injuste, la culpabilisation de la victime, la transformation de la beauté en horreur pour la protéger, qui a résonné à travers les siècles. L'histoire de Méduse est devenue un archétype de la femme punie pour sa propre victimisation, une figure dont la souffrance est causée par un système patriarcal divin qui utilise, punit et instrumentalise le corps féminin. La pensée féministe moderne s'est entièrement réappropriée cette figure. Méduse n'est plus seulement une victime passive, elle est devenue un symbole de la rage féminine, de la résilience face au traumatisme, de la puissance trouvée dans la survie et de la lutte contre l'oppression. L'élément central de la réappropriation féministe de Méduse est son regard. Dans le mythe classique, le regard pétrifiant est la malédiction infligée par Athéna pour l'isoler et la neutraliser. Dans l'interprétation moderne, son regard devient son arme et sa défense. C'est une réponse directe et puissante au regard masculin qui objective et déshumanise. Le regard de Méduse, dans cette lecture, est l'arme de la femme objectifiée qui retourne le pouvoir. Il dit « Si vous osez me regarder comme un objet, je vous transformerai en objet, en pierre. » Elle n'est plus seulement une victime, elle devient un emblème de la puissance née de la souffrance. Sa vie posthume, à travers l'art et le symbolisme, échappe finalement au contrôle des dieux qui l'ont détruite.
Sa transformation en une icône de la rage, de la résilience et de l'affirmation de soi est sa seule et peut-être la plus puissante des vengeances. Elle a survécu à ses bourreaux pour devenir une source d'inspiration pour celles qui refusent d'être pétrifiées par le regard des autres. Et voilà pour la tragique et fascinante histoire de Méduse. J'espère que cette plongée dans la mythologie ne vous a pas laissé de marbre. Si vous avez apprécié ce voyage, lâchez un pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça aide énormément l'algorithme à ne pas la transformer en pierre. N'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche des notifications pour être averti dès que je déterre une nouvelle légende. Partagez cette vidéo avec vos amis passionnés d'histoire et de mythologie. On se retrouve très vite pour une nouvelle épopée. D'ici là, gardez l'œil au vert.